Bonsoir Émilie. Pour recontextualiser, la guerre froide, c'est une longue période de forte tension entre les États-Unis et la Russie. Qu'est-ce qui vous amène à parler d'une possible deuxième guerre froide aujourd'hui ? Je crois que depuis l'élection de Donald Trump en 2017 et le triplement des barrières tarifaires entre les États-Unis et la Chine, on sait qu'on s'attend à une forme de tension. Et entre-temps, il y a eu Covid et il y a eu la guerre en Ukraine, deux formes de guerre chaude. Et depuis, en fait, on voit un retour de l'interventionnisme, du protectionnisme et du légalisme. Et donc, moi, j'appelle ça une deuxième guerre froide parce que ça ressemble vraiment à cette période d'antagonisme géopolitique qui pèse sur les marchés et sur les décisions de politique publique. Et qu'est-ce que cela représenterait pour l'économie mondiale ? Ça représente certainement un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation, un peu plus de vigilance aussi pour les entreprises globales pour fonctionner dans un monde où il y a un circuit chaud et un circuit froid en fait, où il faut déconsolider, dérisquer, découpler entre sa chaîne de valeur ou sa chaîne d'approvisionnement, voire sa chaîne financière américaine et sa chaîne plutôt chinoise, voire asiatique, parce qu'en fait derrière il y a les allégeances que chacune de ces superpuissances appelle. On connaît les pays qui déjà ont énormément d'intérêt à travailler davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et donc, c'est repenser sa gestion du risque politique et du risque réglementaire dans la croissance de son entreprise. Oui, parce qu'elle pourrait être beaucoup plus coûteuse, c'est ça ? Je crois qu'en fait, elle est coûteuse dans le sens où l'État pense qu'il peut mieux faire que le secteur privé. D'ailleurs, cette guerre froide, elle n'est pas qu'entre les États-Unis et la Chine, elle est aussi contre le climat, contre le changement climatique. Interventionnisme, mesures qui ne ressemblent pas à des mesures de marché. Donc, pour moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le fait que l'État est hyper présent dans ses décisions. Ça fait des situations où les entreprises sont très surprises par le fait du prince, les risques d'expropriation, de confiscation, les risques de normes qui explosent. Et donc, ça veut dire se préparer un peu différemment. C'est vrai, peut-être quand on décide un investissement ou quand on décide une activité de fusion-acquisition, la penser un peu différemment parce qu'elle pourrait être plus coûteuse par la friction, mais aussi plus coûteuse parce que du jour au lendemain, vous pourriez être pris au piège de ces tensions géopolitiques alors que vous faisiez juste des affaires dans telle ou telle géographie. D'autant plus que l'année 2024 s'annonce aussi comme une année fortement politique, marquée par de nombreuses élections, dont les élections américaines. Ah oui, 2024, c'est l'année ultra longue. 75% du PIB mondial est amené à voter. On pense bien sûr aux élections américaines en novembre, on pense aux élections européennes en mai. Taïwan, l'Indonésie, la Pologne vient de voter, l'Équateur vient de voter. On a l'Inde, les élections parlementaires en Inde. Donc ça va être une année assez compliquée et surtout à suivre pour, d'un côté, l'attentisme qu'elle peut créer auprès des agents économiques qui se disent je vais attendre de voir si Trump est réélu ou ce qui se passe en Indonésie pour décider des mesures fiscales ou des mesures d'accompagnement que ces pays vont mettre dans mon secteur, dans mon entreprise, et puis de l'autre, des surprises. Et donc, on sait que les marchés n'aiment pas trop les surprises, notamment quand on a déjà des taux très élevés et un besoin pour les États de baisser petit à petit leur empreinte budgétaire pour être un petit peu plus solvable. Ludovic Subrin, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, on est en pleine permacrise, c'est-à-dire une crise devenue permanente ? Moi, j'aime pas trop ce vocabulaire parce que ça fait vendre. Hein. Il y a plein d'auteurs qui écrivent là-dessus. Je trouve qu'on a toujours des risques à l'horizon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on reprend le contrôle sur une partie de ces crises, comment on s'y prépare. Moi, je pense pas que c'est une permacrise, mais c'est vrai que les nouvelles sont plutôt assez mauvaises et tirent un peu sur la corde, sur la résilience des acteurs économiques. La vraie question, c'est plutôt comment on s'y prépare, comment on réduit le risque, comment on réduit un risque importé parfois en diversifiant ou en tentant d'autres points de croissance. Donc, j'aime pas trop le vocabulaire de permacrise, mais ce qui est sûr, c'est que l'intensité et la fréquence des chocs semblent toutes les deux en augmentation. On le voit notamment face au changement climatique qui dérègle pas mal de chaînes de valeur, le canal du Panama qui a été bloqué, etc. Cette question, vous l'avez posée, comment on s'y prépare alors ? Je crois qu'il faut vraiment déjà bien se connaître, donc bien scanner ses risques, que ce soit ses risques d'investissement quand on est une famille, que ce soit ses risques d'approvisionnement quand on est une entreprise, ses risques de financement quand on est un État. Et ensuite, on décide en fait la tolérance qu'on a au risque et on décide ou pas d'avoir des mécanismes alternatifs pour baisser cette exposition, mettre en place des mesures alternatives pour baisser l'encours ou le risque qu'on a pris et pouvoir le diversifier pour éviter quand les choses passent dans une situation un peu plus critique d'être un petit peu avec tous ses œufs dans le même panier. Se réinventer, c'est aussi une solution ?
Toujours, se réinventer, toujours. Non, c'est l'innovation qui nous sortira de là. Si je pense à la guerre froide contre le changement climatique, en fait, on peut parler de rationnement, d'étatisme, de nucléaire, de centralisation. On peut avoir toutes ces nouvelles qui, en fait, donnent pas trop envie de faire du changement climatique une lutte permanente. Ou on peut aussi se dire qu'en fait, on n'a pas encore inventé totalement des solutions qui seront forcément décarbonées, qui seront toujours porteuses de croissance, de lutte contre la pauvreté et les inégalités, et qui certainement amèneront des nouvelles solutions entrepreneuriales. Moi, je suis plutôt dans le camp des optimistes et de ceux qui pensent qu'il y a toute une partie à inventer ou à réinventer pour les solutions contre ces situations de tension-là. Et ça s'applique aussi aux tensions géopolitiques, ça s'applique aussi aux tensions sur le marché du travail, à toutes ces tensions, c'est vrai, qui s'accumulent aujourd'hui dans une situation économique un peu plus chahutée. Je veux dire qu'il y a 3 ou 4 ans avant qu'on ait ces 3 méga-crises qui nous ont quand même changé dans nos perceptions du risque, mais aussi dans notre appétit au risque. Eh bien, merci beaucoup Ludovic Subran d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés dans ce domaine. Merci Émile Rousseau.